Alors, l'association d'adultes et de parents d'enfants 10 des Deux-Savoies est l'organisatrice de cette conférence sur la mémoire. Avant de laisser la parole à Johanna Nicole, notre conférencière, nous prenons quelques minutes pour vous parler de l'APEDIS. C'est une association loi 1901 qui aura bientôt 30 ans. Elle est affiliée à une fédération nationale, l'ANAPEDIS. Elle est également adhérente aux unions départementales des associations familiales de Savoie et Haute-Savoie, autrement dit l'UDAF, si vous connaissez. Les connaissances sur les troubles 10 ont beaucoup progressé en 30 ans. Leur reconnaissance par l'école et dans le monde du travail aussi. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les porteurs d'un trouble ou de plusieurs troubles 10, voire porteurs d'un autre trouble du neurodéveloppement, soient mieux et plus vite diagnostiqués, qu'ils aient accès plus facilement et plus rapidement aux soins dont ils ont besoin, que ces soins indispensables à leur réussite et à leur épanouissement soient correctement pris en charge financièrement comme le sont les soins de santé ordinaires, qu'ils soient mieux accompagnés à l'école et que cessent les suspicions de fainéantisme, les réflexions désobligeantes, voire les humiliations. Que les enseignants aient des formations aux différents handicaps et des effectifs en classe qui leur permettent de donner à chacun selon ses besoins. Que les familles qui sont épuisées par le temps passé au devoir, les accompagnements en rééducation soient aidés pour éviter le burn-out parental. Que le monde du travail apprenne à inclure et apprécier ces personnes dont le handicap est souvent invisible. Voici les raisons d'être de l'association. Cette conférence sera suivie de notre assemblée générale annuelle à laquelle vous êtes cordialement invités. Rapidement, nous vous présentons notre bilan d'activité de l'année 2024. Une conférence sur les rééducations orthophoniques avant notre précédente assemblée générale. Des interventions pour parler des troubles 10 avec nos mots et toute notre expérience de parents pour un lieu de parentalité incluse et pour la bibliothèque municipale du Vivier du Lac. Nous avons participé au Forum du handicap organisé par la MDPH 74, l'occasion de discuter avec le public, mais aussi d'autres associations et des structures autour des handicaps. Nous avons participé à la journée départementale sur le thème handicap invisible, organisée par le dispositif d'inclusion et d'accompagnement, avec une conférence intitulée « Et si on rendait le handicap moins tabou ?» des ateliers participatifs et des rencontres avec d'autres associations. L'écoute téléphonique a été sollicitée par environ 80 familles ou personnes 10 et une dizaine de professionnels. Nous avons organisé 6 séances de découverte des outils informatiques et des logiciels de compensation des troubles 10 à destination d'enfants, de jeunes et de leurs familles, afin de leur permettre de se rendre compte de l'intérêt de ces outils et de la pertinence d'un achat éventuel. C'est une subvention de l'Agence régionale de santé qui nous a permis d'acheter le matériel, de louer des salles et de rembourser les frais de déplacement aux 2 bénévoles de l'APEDIS de l'Isère, qui ont assuré ces séances. Merci à L2 de s'être déplacés, d'avoir pris sur leur temps personnel, d'avoir mis leurs connaissances au service de 11 jeunes en école primaire, collégiens et lycéens, qui, accompagnés d'un parent, ont participé en 2024 à ces ateliers de découverte. L'APEDIS apporte sa contribution à la renaissance des collectifs handicap dans les 2 départements. 2 membres du conseil d'administration ont participé à l'Assemblée générale de l'ANAPEDIS 2024 à Grenoble.
temps fort de notre fédération qui organise à cette occasion des conférences toujours intéressantes. En Savoie, et à l'initiative d'une association de soutien à la parentalité, les Saint-Exupériens, un collectif d'associations, Neurodiversité Savoie, a vu le jour, regroupant des associations autour des troubles du neurodéveloppement, dont l'APDIS. Ce collectif veut alerter, informer, réunir ceux qui vivent avec un ou des troubles du neurodéveloppement, ceux qui travaillent pour eux, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou du social. Grâce à ce collectif, l'APDIS des Deux-Savoies a été associée à l'organisation d'une série de 5 conférences du Dr Olivier Revol, pédopsychiatre à l'hôpital Femmes, Mères, Enfants à Lyon. Conférences en présentiel et visio qui ont été suivies par des Savoyards, des Hauts-Savoyards, mais aussi par des personnes extérieures à nos 2 départements. La conférence de ce matin est enregistrée et filmée par Christian, membre des Saint-Exupériens, afin qu'elle puisse être disponible en replay sur le site internet de l'APDIS par le biais de la chaîne YouTube des Saint-Exupériens. Qu'il soit ici remercié pour son travail. Après ce rapide tour d'horizon de nos activités de l'année 2024, nous cédons la parole à Johanna Nicole, qui va se présenter avant de nous parler de mémoire et troubles 10. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis Johanna Nicole. J'ai été diplômée d'un master en sciences du langage à l'université Paris 10 et j'ai été diplômée d'un doctorat de psychologie sociale et neurosciences à l'université de Genève. Je vais vous parler aujourd'hui de la mémoire et des troubles 10, donc comprendre les différents types de mémoire et apprendre à mieux mémoriser, prendre en compte les spécificités pour faciliter les apprentissages. Ce que je vais vous apporter des connaissances que vous avez déjà certainement sur la mémoire, les différentes mémoires, quels sont les différents troubles. Ce que je vais essayer de vous apporter, moi, c'est une approche un petit peu plus scientifique, que je vais vraiment vous vulgariser pour que vous compreniez à quel point vos enfants, vos élèves, les personnes que vous accompagnez ne sont pas feignants ou autres, comme on a pu l'entendre de nombreuses fois. Tout d'abord, vous apporter des connaissances sur l'apprentissage et la mémoire. Je vais vous apporter des connaissances sur la dyslexie d'un point de vue neuroscientifique. J'aborderai ensuite les différents troubles 10. Et ensuite, on verra des astuces pour prendre en compte les spécificités pour faciliter les apprentissages. Donc on va déjà travailler sur l'apprentissage et la mémoire. Donc on a différents types d'apprentissage. Un style d'apprentissage fait réellement référence à la méthode d'un individu pour donner du sens à quelque chose de nouveau, généralement effectué par la vue, le toucher et le son. Donc on a 3 principaux styles d'apprentissage qui sont visuels. Donc un apprenant visuel est quelqu'un qui aime apprendre en observant les choses. On a des styles d'apprentissage qui sont auditifs. Donc les apprenants auditifs saisissent les concepts plus rapidement lorsqu'ils font face à des informations auditives. Et on a les apprenants kinesthésiques, qui sont des personnes qui aiment retenir des informations grâce à des activités physiques et pratiques. Ce sont des apprenants qui ont besoin de mouvement pour traiter de nouvelles informations. Pour moi, il est très important de comprendre quelles sont les mémoires qui sont le plus ou moins sollicitées selon le type d'apprentissage que l'on fait, ce que l'on est en train d'apprendre. L'apprentissage et la mémoire sont des concepts étroitement liés. L'apprentissage, c'est l'acquisition de connaissances ou de compétences, et la mémoire est l'expression de ce que l'on a acquis. Donc, nous avons les différents types de mémoire représentés ici avec un cerveau. Donc, la mémoire sensorielle,
qui se trouve dans le lobe préfrontal, au niveau du cortex, au niveau du front. C'est la perception des signes externes. La mémoire à court terme, ou mémoire de travail, dans le lobe préfrontal également, maintient temporairement et traite l'information pendant une tâche. Elle gère l'attention, la coordination des informations, l'élaboration de stratégies, la planification des étapes de résolution, l'inhibition des réponses jugées non pertinentes. Ensuite, dans l'amygdale, on a la mémoire sémantique. C'est celle qui est liée à notre savoir, à l'acquisition de nos connaissances générales sur le monde ou sur soi, l'actualité, le sens d'un mot, l'usage d'un objet. Ensuite, au niveau de l'hippocampe, se trouve la mémoire épisodique. C'est celle de nos souvenirs, celle qui nous permet de nous projeter dans le futur. Et en 5, la mémoire procédurale, c'est celle qui est liée à nos apprentissages, notre savoir-faire, nos habitudes, nos automatismes. C'est ce qui est un petit peu ancré dans la mémoire à long terme, comme le fait de faire du vélo, de jouer, de marcher, de courir. Elle est implicite et inconsciente. Donc un petit schéma pour travailler pour visualiser un petit peu le fonctionnement de la mémoire. On perçoit une information qui fait partie de l'environnement, ce qu'une personne dit, ce qu'un journal mentionne, ou autre information, et on fait des liens avec les connaissances que l'on a déjà et les situations via celles-ci. Ensuite, la connaissance sont les informations qui ont été encodées en fonction de ce qui a déjà été appris. Elle fait appel à la mémoire sensorielle, la mémoire de travail qui a un impact mnésique de 7. Donc en moyenne, si je vous donne un numéro de téléphone, on va le découper il y aura 10 chiffres, mais on va le découper en 5 parties. 06, 18, 24, ce qui va nous permettre de le retenir pendant quelques secondes, parce qu'on a un empan mnésique de 7. Donc on peut aller jusqu'à 7 items de mémoire. Et avec de la répétition ensuite, on va pouvoir mettre ça sur de la mémoire à long terme. Donc de la répétition, on va le voir après. Mais la mémoire, elle a des limites au niveau de l'encodage. Il faudra l'entraîner avec des stratégies d'apprentissage. La mémoire doit sélectionner les éléments, elle doit faire des stratégies de regroupement, elle doit, comme le regroupement d'un numéro de téléphone en deux chiffres, elle doit utiliser la répétition et elle doit réaliser des schémas. Utiliser des schémas, c'est qu'on va pouvoir en fait utiliser un peu son imaginaire d'enfant. On va pouvoir visualiser, par exemple, faire un schéma si je vous donne une série de mots, par exemple jardin, balançoire, tondeuse, bagage, voiture, mer. On va se faire un schéma mental, on va se faire une histoire mentale des mots qui ont été dits pour pouvoir s'en rappeler plus facilement. Donc c'est là toute une stratégie d'apprentissage, c'est d'apprendre à l'enfant, d'apprendre à l'adolescent, voire à l'adulte encore, à toujours utiliser son imagination pour créer des liens entre les éléments qu'il a à apprendre. Maintenant, je vais vous parler des fonctions exécutives pour la simple et bonne raison qu'on l'oublie souvent dans les troubles 10, c'est le syndrome 10 exécutif. Le syndrome 10 exécutif peut être dû à un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais il y a également d'autres troubles qui peuvent être plus importants. Mais les fonctions exécutives sont très liées avec la mémoire de travail. Elles constituent l'ensemble des processus mentaux, dont la mémoire de travail, que met en œuvre une personne pour gérer ses comportements, ses pensées et ses émotions lors d'une situation nouvelle
qui nécessitent de résoudre un problème pour lequel nos stratégies habituelles et connues ne suffisent pas. Donc dans les fonctions exécutives, on a le langage, le raisonnement, le comportement, les émotions, la mémoire et aussi principalement le graphisme qui nous permettent de gérer des apprentissages. Je vais faire la petite transition vers les troubles 10. Les troubles 10, nous les verrons en troisième partie. Là, pour l'instant, je vais principalement vous parler de la dyslexie et je vais creuser un petit peu le sujet de la dyslexie parce que ça a été le sujet de ma thèse que je pourrais envoyer à ceux qui le souhaitent. Je vous laisserai mon adresse mail pour ceux qui le souhaitent. Je pourrai vous envoyer ma thèse par la suite ou les différents articles que j'ai pu publier. Mais pour moi, dans les troubles 10, la mémoire, elle est impliquée surtout sous sa forme à court terme, c'est-à-dire cette forme qui nous permet de mémoriser les informations dans le présent, au moment même où nous avons besoin des informations pour effectuer une tâche donnée. Donc là, concernant la dyslexie, donc l'état des lieux, le trouble de la dyslexie, c'est un trouble développemental spécifique qui altère l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et dans une moindre mesure les compétences de compréhension de la parole chez environ 7 à 10% des individus. Et je ne l'ai pas souligné, mais je le souligne à l'oral, c'est en dépit d'un enseignement normal. Donc ça, c'est très important. En dépit d'une éducation normale. Que quel que soit l'enseignement que vos enfants reçoivent ou quel que soit l'enseignement que vous donnez à ces enfants, le trouble de la dyslexie est un trouble neurodéveloppemental. Il est présent dès la naissance chez l'enfant. Pour comprendre la dyslexie, il est important de comprendre comment on apprend à lire. On a un modèle à deux voies. On a la voie périlexicale ou phonologique, c'est-à-dire que l'on prend conscience de la relation entre les graphèmes, donc les lettres, et les phonèmes, les sons que produisent la lettre. Donc si vous lisez A plus D plus A, vous allez lire A, DA, vous allez commencer à faire des relations entre les lettres et les sons. Et vous avez également le modèle la voie translexicale ou globale. Il s'agit de la reconnaissance directe, globale, du mot qui ne nécessite plus un décodage phonologique. On apprend très facilement quand on est en fin de maternelle ou en début de primaire des mots comme chat, chien, papa, maman, où on a un apprentissage global du mot. On n'a plus besoin de décoder pas A, qui fait papa. Ensuite, en lecture, on a ce qu'on appelle aussi la prosodie. Et la prosodie, quoi qu'on puisse en penser, est elle aussi constituée d'unités discrètes, tout comme les phonèmes, c'est-à-dire les sons. Elle est strictement nécessaire pour l'accès au sens quand un individu, un enfant lit, et elle est déficitaire chez l'individu dyslexique. Sur le tracé de l'enveloppe d'une phrase, donc je vous le montrerai tout à l'heure, la prosodie est visible par une montée et une descente des contours nommés hauteurs mélodiques. On va le voir juste après. Et la fluence prosodique devient automatique lorsque la méthode de lecture globale est active. L'automaticité réduit en effet la charge cognitive globale, permettant de consacrer plus d'attention et de ressources cognitives à l'expressivité. Donc là, je vais vous parler de la théorie du déficit de la conscience phonologique. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui scientifiquement largement reconnu que la dyslexie résulte d'un trouble phonologique qui empêche l'acquisition des relations graphèmes-phonèmes indispensables à l'apprentissage de la lecture.
Le déficit de la conscience phonologique, c'est la difficulté à traiter les sons du langage, à avoir un accès conscient aux sons de la parole, une difficulté à former des représentations phonémiques catégoriques. Donc par exemple le jugement de rime. Donc par exemple un enfant, quand on va lui demander est-ce que château ça rime avec cadeau, il va avoir une hésitation. Pour lui, château, cadeau, gâteau, tout ça sont des mots qui se ressemblent, mais il va avoir des difficultés à avoir une perception, une représentation phonémique catégorique. Et il va également avoir aussi des difficultés de dénomination et de mémoire verbale. Ensuite, pour lier un petit peu la dyslexie à la mémoire à court terme, on a en effet un déficit de la mémoire à court terme, car celle-ci est fondamentale lors de l'apprentissage du code écrit, parce que quand on commence à décoder les mots, il faut d'abord identifier les lettres, les associer à des sons, maintenir ces sons temporairement en mémoire, et puis les assembler, les mettre en séquence pour les produire, et donc pour les lire. Voici un schéma de Franck Ramu, qui est un très grand chercheur dans les troubles de la dyslexie, qui nous résume un petit peu rapidement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce trouble phonologique, ce trouble du traitement auditif impacte l'écriture. On a d'abord le signal de parole, qui est une représentation acoustique qui se transmet ensuite aux représentations phonologiques. Et donc là, chez l'individu dyslexique, on a des troubles de la conscience phonologique, comme on vient de le voir. On a des troubles de la perception phonémique, par exemple, isoler un son d'un mot. Si je vous dis crocodile, si je vous demande de supprimer le premier son, vous allez devoir me répondre rocodile. Un enfant dyslexique aura beaucoup plus de difficultés. Il va pouvoir vous répondre codile ou ocodile. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui parce qu'il y a un trouble de la perception phonémique. Il y a un trouble du jugement de rime et il y a un trouble de la manipulation des phonèmes et des syllabes. La manipulation, par exemple, ça peut être si je vous demande d'échanger le premier son de deux mots. Si je vous dis par exemple panier et tableau, il faut échanger le pe avec le te. Donc ça fait tanier, Pablo. Ça, c'est quelque chose qui est censé commencer à s'acquérir en CE2, CM1, que les enfants dyslexiques ne parviennent quasiment pas à acquérir, qui est très très difficile pour eux. Et donc tout ça génère un trouble du lexique orthographique, de la représentation orthographique des mots et de la représentation motrice, c'est-à-dire de l'écriture. Le déficit visuel, je vous en parle parce que en tant que professionnel, en tant que parent, en tant qu'enseignant, vous avez certainement dû en entendre parler. Moi, j'émets juste le constat que c'est une approche qui est très contestée scientifiquement parce qu'il existe des troubles visuels, mais ils n'ont pas été isolés. Ils ont toujours été admis comme étant en concubinage avec les troubles phonologiques. Donc une assez grande diversité de troubles des traitements visuels a été décrite chez les individus dyslexiques. La question cruciale étant bien sûr de savoir dans quelle mesure ces troubles sont reliés à l'activité de lecture et peuvent être tenus pour responsables des difficultés d'apprentissage de la lecture de ces enfants. Le lien de causalité est ici fondamental. Le trouble visuel ne doit en aucun cas pouvoir être interprété comme une simple conséquence du faible niveau de lecture de l'enfant et il devrait pouvoir être observé indépendamment de toute atteinte phonologique. La plupart des études menées jusqu'ici n'apportent pas les arguments nécessaires à l'établissement d'un lien de causalité. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on entend
un déclenchement d'un signal de parole. C'est-à-dire qu'on a des oscillations cérébrales. L'activité cérébrale, donc toute l'activité de nos neurones, consiste en des fluctuations cycliques de l'excitabilité neuronale à différentes bandes de fréquences. Les différentes bandes de fréquences sont celles-ci: gamma, bêta, alpha, θ, delta, qu'on peut voir grâce à un EEG. Lorsque l'activité électrique périodique est cohérente dans une bande de fréquences donnée au sein d'une population de neurones, on parle aussi d'oscillations cérébrales. Voilà, les oscillations, des petites vagues, qui se mesurent en Hertz. Chaque région du cortex cérébral possède un rythme propre d'oscillation de son activité électrique. Pour pouvoir communiquer entre elles, les différentes régions du cerveau ont besoin d'ajuster, de synchroniser le rythme de leurs oscillations. Et grâce aux EEG, c'est M. Habib qui nous a fait ce graphique très intéressant. C'est que nous avons observé une relation de cause à effet immédiate sur les oscillations cérébrales. Donc, c'est-à-dire que quand on a le déclenchement d'une syllabe à un instant T, cette production de syllabes déclenche par conséquence, au niveau de l'oscillation cérébrale, une synchronisation du signal. Donc, c'est ce qu'on appelle une phase reset. C'est que l'oscillation s'arrête pour recommencer à chaque syllabe, pour calculer les syllabes, pour calculer chaque syllabe d'un signal de parole. On peut voir qu'on a 3 bandes de fréquences qui sont très importantes dans la production du langage. Alors là, je vais essayer d'utiliser. On a la fréquence delta, qui est entre 0,5 et 4 Hz, qui suit le rythme prosodique du langage. On a la fréquence θ, ici, entre 4 et 8 Hz, qui suit la fréquence du nombre de syllabes que l'on prononce par seconde. Si je vous dis par exemple « le crocodile va là-bas », j'ai mis 1 seconde, j'ai fait 7 syllabes, la bande de fréquence θ va calculer chaque syllabe. Et on a la fréquence gamma aux alentours chez une personne non dyslexique, une personne neurotypique, qui va être aux alentours pour le calcul du langage entre 25 et 35 Hz. Cela correspond entre guillemets au nombre de formants que l'on trouve dans le langage. C'est au nombre de microsons que l'on trouve au sein du langage. Je vais venir vous expliquer ce schéma. Donc, on a un onset, on a un déclencheur, c'est-à-dire le début d'une syllabe, qui va venir déclencher une oscillation neurale dans la bande θ. Cette bande θ suit l'enveloppe de la parole et on a une resynchronisation de la bande gamma. C'est-à-dire que lorsqu'on a une activité θ qui se met en route, elle met en route des pics d'oscillation neuronale dans la bande gamma. Ça, c'est le fonctionnement normal du traitement de la parole. Maintenant, ce qui a été étudié par le professeur Anne-Lise Giraud, Katia Lehongre, Delphine Jochot-Roussillon et moi-même dans le cadre de ma thèse, c'est qu'on a un trouble qui se produit au niveau des ondes gamma, qui sont chez l'individu dyslexique, qui sont beaucoup plus élevées. Elles sont aux alentours de 40 Hz. Donc ce qui veut dire qu'il y a un effort supplémentaire parce que l'activité neuronale va beaucoup plus vite pour calculer les sons. Et c'est comme si je vous demandais de faire les choses de façon 2 fois plus vite que si vous le faisiez en temps normal,
comme faire les courses ou faire du vélo 2 fois plus vite que vous ne savez en faire, ou conduire beaucoup plus vite que ce que vous conduisez habituellement, ça va vous fatiguer. Dans la mémoire de travail, ça va avoir une incidence assez importante parce que ça va générer une grande fatigabilité. Alors, du coup, ça va 2 fois plus vite, mais oui. Pour autant, ils ont du mal, enfin, la lecture est plus lente. Oui, la lecture est plus lente parce que bon, un exemple que je donne beaucoup à mes patients, si on vous demande de faire le tour du périphérique à 50 km/h, vous allez le faire à 50 km/h, tout va bien se passer. Vous allez rentrer, vous allez sortir à 50 km/h, tout va bien se passer. Chez l'individu dyslexique, on va s'imaginer qu'il fait le tour du périphérique 2 fois avant de pouvoir sortir. Donc en fait, il va beaucoup plus vite, il va avoir un résultat qui va être assez flou, il y aura un peu moins d'équivalence avec la personne, mais il aura eu surtout beaucoup de difficultés mentales à accéder à l'information. Ça va lui coûter beaucoup plus cher. Mais ce que l'on retrouve également je n'ai pas les schémas parce que c'était vraiment scientifiquement trop complexe, mais on a aussi ce qu'on s'appelle cette resynchronisation, c'est-à-dire la bande θ entre 4 et 10 Hz, 4 et 8 Hz selon les scientifiques, on va dire entre 4 et 10 Hz, appelle les oscillations gamma. Et là, on a ce qu'on appelle des données asynchrones, c'est-à-dire que l'oscillation θ ne va pas appeler l'oscillation gamma au bon moment, dans la bonne fréquence. On va avoir une désynchronisation des ondes qui vont générer des troubles de la perception phonémique. Ce qui m'intéresse de vous présenter aujourd'hui, ce sont les différentes remédiations cognitives qui ont été mises en place par certains chercheurs suite à ces données. C'est l'influence de la musique. Et là, on parle surtout de musique entre 0,5 et 4 Hz, c'est-à-dire une musique très lente. Donc moi je donne souvent à mes patients des musiques comme la musique, le début de la musique d'Harry Potter, qui est très apaisante, qui fonctionne un petit peu par vagues, un petit peu comme nos oscillations. Et des résultats scientifiques ont montré une influence positive de l'entraînement musical sur les compétences linguistiques. Donc une étude longitudinale a été faite sur 6 mois. 6 mois d'entraînement musical actif ont été plus efficaces qu'un entraînement à la peinture pour améliorer le traitement des paramètres phonologiques basés sur des durées qui sont souvent altérées chez les enfants atteints de dyslexie. Je me demandais si c'était simplement écouter la musique, l'entraînement musical, et si c'était sur un temps minimum donné. Moi, en tant que thérapeute, et là je parle en tant que thérapeute et non en tant que chercheuse, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait en recherche pour ma thèse. Moi, en tant que thérapeute, je propose assez souvent des exercices d'entraînement musical, d'entraînement sonore. Et là encore, j'ai créé par exemple des sons à 6 Hz, la bande de fréquence θ, qui ne sont pas agréables, hein, ça fait des tch. Mais je propose souvent à mes patients d'écouter ces musiques lentes, d'écouter ces sons pendant 5 à 10 minutes avant un gros travail de lecture ou d'écriture. Cela aura, en connaissance de cause, cela aura un effet sur une durée de 20-30 minutes chez l'enfant, qui aura beaucoup plus de facilité pour se reconnecter
d'avoir une synchronisation neurale entre la bande θ et la bande gamma. Excusez-moi, et Oui. on va parler de troubles auditifs ou on parle de troubles auditifs? Non, ce ne sont pas Pas des des troubles troubles auditifs, ce sont des troubles de la perception auditive. Troubles de la perception et principalement les troubles de la perception catégorielle. La différence entre un P et un B. La différence entre un ch et un je. Les troubles de la perception catégorielle, les troubles phonologiques. S'il vous plaît. Oui. Il faut un entraînement préalable où le fait d'écouter ces sons et de travailler derrière, ça fait que c'est un peu synchronisé et que le travail est meilleur. Il faut déjà avoir eu un entraînement avant. Du style, ce soit un sportif qui s'entraîne un truc et après c'est plus facile. Alors là, je vais me permettre de passer à la diapo suivante pour finir sur la musique et je vais vous présenter ce que j'ai réalisé pendant ma thèse et pour évoquer les grandes questions en fait qui se posent encore sur ce type de rééducation. Donc en fait, pourquoi la musique fonctionne? C'est parce que les rythmes corticaux internes peuvent être stimulés et modifiés par une stimulation externe. Ici, la musique. Des événements acoustiques saillants de la séquence musicale sont en effet susceptibles de déclencher les oscillations internes et de favoriser l'ajustement de leur phase dans le cortex auditif. Utiliser comme amorce un rythme musical bien choisi pourrait amorcer les oscillateurs appropriés à l'anticipation des unités phonologiques ou syntaxiques dans un message linguistique. Donc ça, c'est ce que l'on sait au niveau de la musique. Maintenant, on a vu que c'est une étude longitudinale, c'est-à-dire une étude sur le long terme. On a un effet de la musique sur la dyslexie, les troubles dyslexiques. Donc sur 6 mois d'entraînement, on a réussi à travailler la dyslexie. Maintenant, au sein de l'Université de Genève, on a fait ce qu'on appelle de la stimulation auditive liée à de la stimulation électrique transcrânienne. C'est-à-dire qu'on a posé des petites électrodes au niveau du cortex auditif gauche. Donc c'est insensible, indolore, imperceptible. C'est vraiment une impulsion électrique sous forme d'oscillation, pareil, qu'on a mis à 30 Hz. Donc ça s'appelle la TACS. Pour ceux qui veulent s'y intéresser, c'est Transcranial Alternative Current Stimulation, qui n'a pas son homologue en français. On a stimulé ces personnes en les faisant écouter des sons également à 30 Hz. Donc là, je vous passe l'écoute de son parce que vous allez quitter la salle en courant. Donc cette stimulation auditive et cette stimulation électrique a stimulé les rythmes corticaux internes, et c'est là qu'on peut dire qu'on a encore, même à l'âge adulte, parce que j'ai fait cette étude chez des personnes allant de 25 à 65 ans, que même à l'âge adulte, on peut encore travailler sur les oscillations cérébrales. Donc on dit souvent que notre cerveau n'est plus plastique, qu'il n'est plus OK pour changer, qu'il n'est plus OK pour apprendre. Avec la stimulation auditive et avec la stimulation électrique, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore modifier l'excitabilité neuronale. Donc ces personnes, suite à 20 minutes de stimulation, on les a testées via EEG dans l'écoute de son pour voir si leur rythme gamma était descendu de 40. Donc on s'était bien averti avant que leur rythme interne gamma était au-dessus de 35 Hz, donc plus aux alentours de 40 Hz. Comme je vous ai dit, pour l'apprentissage, enfin pour l'écoute d'une langage chez une personne neurotypique, on est entre 25 et 35 Hz.
Et chez l'enfant dyslexique, on est plutôt, chez l'individu dyslexique, on est plutôt entre 40 et 45 Hz. En les stimulant à 30 Hz, on leur a bien permis de redescendre leurs oscillations gamma. Et j'ai fait des tests, donc voilà, les contrepétries, échanger les sons de 2 mots, des tests de lecture, des tests de répétition de mots qui n'existent pas avec des sons qui se rapprochent beaucoup. Et on a eu, on va dire, pour être assez global, on a eu entre 10% d'amélioration chez les personnes au-dessus de 50 ans, jusqu'à 40% d'amélioration des compétences linguistiques chez les personnes aux alentours de 25-35 ans. Donc c'est-à-dire que la stimulation, que les rythmes corticaux internes peuvent être encore stimulés. On peut encore avoir la chance on va pas guérir de la dyslexie, mais on peut avoir la chance de se stimuler un petit peu avec de la musique, des sons à certaines fréquences comme des sons à 6 Hz que je pourrais envoyer à ceux qui sont intéressés pour avoir que... Et les effets étaient de 2 heures environ. Donc sans entraînement, tout de suite, les effets étaient de 2 heures. Oui, là je parle uniquement des dyslexiques. J'ai pas fait d'études sur les autres 10. Je sais que les autres 10, c'est beaucoup plus la mémoire de travail qui est impactée. Là, comme je disais, j'allais vous présenter vraiment... je vous présenterai les autres troubles 10 par la suite. Non, il n'y a pas... Malheureusement, pour cette conférence, j'ai vraiment fouillé. J'ai fouillé PubMed, j'ai fouillé les réseaux de rééducation autres que l'orthophonie, l'ergothérapie, la psychomotricité. Et non, il n'y a pas encore eu d'études de fait sur les oscillations cérébrales, sur le rythme oscillatoire et sur les traitements des autres troubles 10, malheureusement. Est-ce qu'il y a un lien avec les enfants, enfin les jeunes, qui écoutent de la musique, leur musique, pendant qu'ils travaillent? Comme si c'était, alors est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin de s'isoler par rapport au bruit extérieur pour ne pas être attirés par autre chose, ou c'est parce que vraiment, à un moment donné, ça leur apporte quelque chose par rapport à ce que vous dites? Je vous dirais que ça dépend ce qu'ils écoutent. On parle souvent de la musique qui move, qui fait danser. C'est une musique, si une musique vous donne envie de danser, c'est qu'elle va déjà trop vite. Qu'elle va déjà plus vite que les rythmes cortico-internes nécessaires à la stabilité neuronale. Si une musique vous apaise, qu'elle a un rythme régulier, oui, c'est une bonne musique. Donc tout dépend ce que le jeune écoute en travaillant. On peut avoir d'autres alternatives. Il faut garder l'orthophonie, il faut garder les thérapies, il faut garder toute l'aide qui est apportée par les enseignants. Il faut garder tout ça, mais on peut avoir une pratique de la musique. Donc pratiquer la musique, beaucoup de dyslexiques se disent non mais moi je ne suis pas douée pour la musique, j'aime pas ça, ça ne me parle pas. Si la pratique de la musique est fondamentale. La musicothérapie est une thérapie qui commence à faire son essor, qui commence à bien faire son essor. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, je vais vous parler des autres troubles 10. Je pense que vous les connaissez quasiment tous. Avant de parler des multi-10, je vais vous parler du syndrome 10 exécutif. Pourquoi? Parce qu'on a quand même... je passe un peu de la dyslexie aux autres et des troubles des oscillations cérébrales. On pourra y revenir après si vous le souhaitez. Mais là, je vais vous parler du syndrome 10 exécutif, qui est un syndrome touchant la mémoire de travail, la flexibilité mentale
et la planification, tout en créant des difficultés d'organisation, de planification ou encore des erreurs lors de la résolution de problèmes. Donc c'est un trouble des apprentissages. Donc par exemple pour un élève, pour un enfant ou encore pour un adolescent ou un adulte dysexécutif, la double tâche va être difficile. Le fait de filtrer les informations pertinentes va être difficile. Le fait de faire des liens entre les différentes informations, de mémoriser des consignes, d'élaborer et d'ajuster une stratégie, de gérer son temps, tout cela va être difficile. Ils vont travailler dans la précipitation, ils auront un discours désorganisé et ils auront une faible attention. Je veux bien mettre l'accent sur le fait que le trouble dysexécutif n'est pas le TDA, n'est pas le trouble de l'attention. Mais le trouble de l'attention peut générer un trouble dysexécutif. Voici un des troubles 10 dont on parle encore très peu. Maintenant, le sujet des multidys. Parmi les troubles des apprentissages, donc on a la dyslexie, on a la dyscalculie, la dysorthographie, la dysgraphie, et on met un petit peu de côté la dysphasie et la dyspraxie, qui ne sont pas des troubles des apprentissages. Et l'auteur référent de ces chiffres, de ces données, est Michel Habib. Donc la dyscalculie, elle, est un trouble neurodéveloppemental également, affectant le sens du nombre, un terme désignant la capacité de représenter et de manipuler la grandeur numérique de manière non verbale sur une droite numérique interne. Cependant, cette droite numérique orientée spatialement se développe à l'école primaire et nécessite des composants cognitifs supplémentaires, notamment la mémoire de travail et la symbolisation des nombres. Donc, on a souvent la comorbidité entre dyscalculie et dyslexie est assez importante parce que la symbolisation des nombres, donc c'est-à-dire le langage, joue un rôle important dans le traitement du nombre. Ainsi, il peut y avoir des enfants atteints de dyscalculie avec des déficits limités du sens du nombre et d'autres avec des comorbidités telles qu'un retard de langage, une dyslexie ou un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a une très grande relation, comme je viens de vous le dire, entre dyscalculie, mémoire et langage. J'ai pris cette petite image dans l'ouvrage de Michel Mazot, qui certains doivent la connaître, elle est très connue dans le monde des troubles de l'attention, des troubles exécutifs et des troubles 10. Donc la notion de nombre est réellement reliée à la mémoire de travail, aux aspects linguistiques, aux aspects visio-spatiaux et aux aspects logiques. Donc, est aussi très liée avec la mémoire de travail et donc les fonctions exécutives. Ensuite, on a la dysorthographie et la dysgraphie qui sont assez liées. La dysorthographie est un trouble d'apprentissage, c'est un trouble neurodéveloppemental également, un trouble d'apprentissage spécifique qui affecte la capacité à écrire correctement, contrairement à une simple difficulté liée au manque de pratique ou d'enseignement. Donc là encore, s'il y a une dysorthographie, les enseignants, les parents, ne vous rassurez pas forcément. Enfin, dites-vous que c'est un trouble neurodéveloppemental. Ce n'est pas vous qui avez fait une erreur quelque part. C'est un trouble qui est cérébralement, là je n'avais pas le temps donc je ne vous ai pas mis toutes les zones cérébrales qui étaient touchées par dysorthographie et dysgraphie, mais quand on fait une IRM fonctionnelle, on voit bien qu'il y a des zones spécifiques qui sont altérées. Et la dysgraphie est un trouble fonctionnel caractérisé par des difficultés dans l'apprentissage de l'écriture. Les enfants dysgraphiques ne parviennent pas à accélérer ou à perfectionner leurs gestes d'écriture,
ce qui peut se manifester par des lettres mal formées et de taille variable, une mauvaise gestion des espaces entre les mots, ou encore des phrases qui s'écartent des lignes d'écriture horizontale. Maintenant, ce qu'on propose le plus souvent dans l'enseignement, vous allez me dire si je me trompe ou pas, c'est la mise en place de la tablette tactile ou de l'ordinateur avec la Dictalie qui est vraiment, l'éducation de la Dictalie qui doit se faire le plus tôt possible pour que l'enfant n'ait pas constamment besoin d'une AESH ou de quelqu'un qui écrit à sa place, un métier que j'ai pu faire pendant mes études par exemple. La Dictalie peut commencer très tôt et favorise vraiment la prise en charge dans l'enseignement de ces troubles. Ensuite, on a la dyspraxie, qui est un trouble neurodéveloppemental de la coordination, qui est défini par une acquisition et une exécution des compétences motrices inférieures à celles observées chez les enfants du même âge. Ces difficultés se traduisent par une maladresse, une lenteur, une imprécision dans la réalisation des tâches motrices. Donc quand on a des tout petits enfants, on se rend compte facilement qu'ils peuvent avoir une dyspraxie lorsqu'ils ne s'intéressent pas, par exemple, au Lego, au Kapla, aux jeux de construction, le découpage, le collage, les jeux de la marelle, les difficultés d'apprentissage de l'écriture peuvent être les signes d'une dyspraxie. Ensuite, la dysphasie est un trouble développemental du langage. Maintenant, on le nomme trouble développemental du langage. Anciennement, c'était la dysphasie. C'est un trouble primaire du langage qui entraîne des limitations importantes et persistantes sur le plan de l'expression orale. Prononciation, élocution, utilisation des mots, construction des phrases, ou en ce qui concerne la compréhension du langage oral. Et là, si je pouvais retourner faire de la recherche, je m'intéresserais très fortement au lien entre les oscillations cérébrales et la dysphasie, et non la dyslexie désormais. Donc ça, je serais très intéressée que de nouvelles études puissent apparaître sur ce sujet. Donc en ce qui concerne les prises en charge, pour les syndromes dysexécutifs, les troubles de l'attention, les élèves un petit peu qui se précipitent, qui bougent beaucoup, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'élastique de chaise. L'élastique de chaise qui permet à l'enfant en fait, de soit poser ses jambes dessus et de faire des mouvements de bas en haut, qui vont lui faire travailler ses jambes plutôt que de gigoter et de se retourner sur sa chaise constamment. On a le coussin de chaise où ils peuvent se tortiller un petit peu sur leur chaise sans déranger nécessairement le reste de la classe. On a la règle qu'on peut plastifier soi-même avec une plastifieuse, on peut faire différentes tailles en fonction de la grosseur des lignes. Ça permet réellement, pour la dyslexie, pour la dysorthographie, pour les troubles dysexécutifs, ça permet vraiment de se focus, de se concentrer sur la phrase qui doit être lue. Le time timer est aussi un outil vraiment très très important dans les syndromes 10. Et j'étais moins au courant, mais on peut mettre des petites balles de tennis sous les pieds d'une chaise. Ça amortit le bruit pour les enfants qui se balancent énormément. Et surtout, pour tout ce qui concerne les troubles 10, on évite les doubles tâches. On essaye de ne donner qu'une seule consigne à la fois. Et on essaye l'absence de distraction. Je vous donne un exemple qui m'a été récemment donné d'un prof de maths qui expliquait à ses élèves maintenant vous allez me faire en premier les additions qui sont en bas de la page, ensuite vous ferez les soustractions qui sont en haut de la page, et n'oubliez pas demain pour le ski de fond, il faut prendre votre combinaison. Waouh!
Alors, pour un enfant, je pense que c'est déjà de l'information, le fait qu'il faut qu'il commence les additions qui sont en bas de la page et qu'il faut qu'il commence par les additions. Il l'a complètement oublié parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il prenne sa combi de ski. Et pour lui, maintenant, c'est super, on va au ski demain. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ben, j'en sais rien. Pour un enfant neurotypique. Donc, pour un enfant 10 exécutif, TDAH, là, on les a perdus. C'est terminé. Excusez-moi. Oui. Est-ce que cela marche aussi pour les TDA, donc pas d'hyperactivité? Oui, bien sûr. D'accord. En fait, ça concentre aussi. Oui. Le fait de, même s'il n'y a pas d'hyperactivité, le fait de, c'est de l'harmonie du corps, vraiment d'être apaisé. Et quand on est apaisé, qu'il n'y a pas de double tâche, qu'on peut se mouvoir sans déranger, ça apaise, et ça permet de travailler justement le fait de se concentrer sur une tâche. Donc en fait, l'enfant, quand par exemple il avait ses règles flexibles, qu'il en a une et qu'il l'apprend et qu'il est en train de la tordre, dans les histoires des parents parce qu'on voit un machin de l'autre, c'est un moyen pour lui de se canaliser. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on donne souvent des balles sensorielles. On travaille plus avec des petits colliers, avec c'est du caoutchouc à mastiquer. Les caoutchoucs à mastiquer et les balles, c'est plus pour l'hyperactivité. Et c'est vraiment... Vous voyez, si je fais ce mouvement, j'amène en fait une expérience sensorielle à mon corps qui est plus dans la lenteur. Et on ralentit un petit peu toutes ces ondes cérébrales qui sont bien boostées. On les ralentit en fait, et comme le casque anti-bruit, le casque anti-bruit envoie du bruit blanc. C'est le raisonnement de notre propre oreille dans le casque qui envoie un bruit blanc qui est à 0 Hz. Des fréquences qui sont là pour calmer, qui sont là pour apaiser. C'est bon. Ensuite, voilà, pour faciliter les apprentissages, il faut gérer l'attention. Enfin, il est bien de gérer l'attention des enfants pour générer la mémoire à court terme. Donc, utiliser au maximum les 5 sens. Chaque sens est connecté à une aire cérébrale, donc 5 fois plus de chances de récupérer les données. Utiliser son âme d'enfance, laisser parler l'imagination, donc leur laisser du temps pour se faire des histoires un petit peu dans leur tête, quand ils doivent apprendre quelque chose ou faire un exercice, leur laisser un petit peu de temps, et surtout créer du lien entre les informations. Pour l'apprentissage, il y a la répétition. Donc là, vous avez des vidéos de Stanislas Dehaene qui sont très intéressantes sur le fait d'espacer, d'apprendre en répétant, mais en espaçant le temps par des courtes, voire longues périodes de sommeil. Utiliser des pictogrammes de routine peut certainement aider à développer l'autonomie de certains de vos élèves ou de vos enfants. Et pour les enfants qui sont très kinesthésiques, marcher tout en récitant, j'ai dû faire une erreur, je la corrigerai, implique les différentes activités pratiques ou expériences immersives tactiles. Voilà 3 ouvrages qui sont très intéressants, je pense que vous les connaissez. Non. Pour donc la console ensorcelée, c'est pour le primaire, il y a 3 niveaux, là je vous ai mis le niveau 3. Quand il y a une très grosse dyslexie, ça peut même les aider jusqu'au collège. Les bonhommes de l'alphabet, c'est de 3 à 6 ans. Et pour la dyscalculie, on a Premier pas vers les maths, qui est un très très bon ouvrage, que je vous conseille
pour vos enfants ou vos élèves. Pour ceux qui veulent écouter les sons, est-ce que vous êtes intéressés? Ça, ce sont les sons à 6 Hz. Ils sont dans la bande θ. Ok? Donc ça reste encore acceptable. Par rapport au son à 30 Hz. Hein. Acceptable par rapport au son à 30 Hz. Attention. Donc là, vous allez faire fuir vos enfants. Si vous voulez qu'ils quittent le domicile avant 18 ans, allez-y. Voilà, merci à tous.